Allez, je vais commencer ce dernier segment avec un constat. Alors en 2026, si vous ne publiez pas de vidéos, vous n'existez pas numériquement. Est-ce une réalité ou une exagération? Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Amy Plachy, conseillère en communication stratégique et artistique. Bonjour. Bonjour. Alors justement, comment expliquez-vous que la vidéo aujourd'hui soit passée du statut de plus à celui de langue maternelle de l'Internet aujourd'hui? C'est intéressant cette métaphore, langue maternelle. En fait, c'est un phénomène qui est comme un cycle. C'est-à-dire que déjà, la vidéo, il est beaucoup plus facile d'en faire. Les outils se sont démocratisés. Maintenant, avec un téléphone, il n'a pas besoin d'être un iPhone 25. On peut faire une vidéo et la mettre en ligne sans même forcément avoir de micro. Si le son est assez bon, on peut la mettre comme ça. Donc ça, c'est une chose. Donc, la disponibilité des vidéos en ligne augmente. Et sur les réseaux sociaux, les algorithmes la favorisent en priorité. Et du coup, les gens y passent encore plus de temps. Et c'est un cycle qui recommence. Est-ce qu'on est un petit peu comme à l'époque de la naissance du cinéma, lorsque les gens étaient épatés par la vidéo et ils ont mis donc l'écrit et la photographie de côté pour voir l'image en mouvement? Ce qui se passe, et c'est intéressant, c'est que, par exemple, si vous êtes sur votre téléphone, vous scrollez parce que vous n'avez pas envie de réfléchir. Et dès qu'il y a l'association d'une image en mouvement et du son, ça arrête le scroll et ça attire votre attention. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'on a été éduqué à, lorsque quelqu'un vous parle, vous arrêtez et vous écoutez. Et donc la vidéo, c'est la même chose. Même si c'est une personne qu'on ne connaît pas de base, ça nous arrête et on passe du temps dessus, surtout si, après, le contenu est divertissant ou intéressant ou étrange. Ça fait que ce média est aussi beaucoup plus partagé rapidement et devient facilement viral. La vidéo, il y a deux formats, le format court et le format long. Aujourd'hui, on privilégie quoi? Intéressant. Jusqu'à présent, les plateformes privilégiaient le court, qui pouvait être partagé rapidement et qui pouvait devenir viral et être très commenté. Et maintenant, elles privilégient le long pour que les gens restent plus longtemps sur les plateformes, leur donnent plus de données et que les gains publicitaires augmentent. Donc pour l'instant, on a un petit peu les deux qui sont en parallèle, mais à long terme, c'est vrai que les plateformes poussent quand même le format qui est plus long. Est-ce que ça peut varier selon les tranches d'âge également et les genres? Oui. La génération qui consomme le plus de contenu est bien sûr la Z. Mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi une tendance, et notamment parce qu'on est dans la nouvelle année, bonne année d'ailleurs, merci, vous que aussi. beaucoup de gens prennent des résolutions pour passer moins de temps en ligne. Et c'est aussi un phénomène, je pense, qui commence à percer. Même s'il est difficile de limiter son temps, même si on met une limite sur son téléphone, je pense vraiment qu'il y a une petite tendance qui arrive de passer moins de temps en ligne et donc il faut que le contenu soit davantage intéressant pour que les gens restent. Est-ce que c'est un atout ou un inconvénient pour le marketing? La vidéo, pour le marketing, c'est la cerise sur le gâteau en fait, parce que quand vous regardez une vidéo, elle génère de l'émotion beaucoup plus facilement que si vous lisez un texte. Pourquoi? Parce que c'est de la proximité immédiate. Donc, émotion, et donc ça vous pousse à l'action facilement parce qu'il n'y a pas de recul. Donc vous ne réfléchissez pas. Et il y a une étude commanditée par Google avec le Boston Consulting Group qui disait que 34% des gens qui ont été interrogés disent que la vidéo les a poussés à l'achat. Donc clairement, c'est le meilleur moyen pour eux de faire de la promotion. Justement, donc est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on va plus se concentrer sur les réseaux sociaux pour attirer les clients et attirer les gens à consommer plus et justement, c'est devenu un moyen pour faire des bénéfices? Il y a une manière détournée d'attirer la clientèle, c'est de faire du contenu utile sans forcément pousser le produit directement. Parce que les gens n'ont pas envie de voir une publicité qui leur dit « achetez ça ». Pourquoi j'achèterais ça? Non. Si un influenceur ou une influenceuse qu'ils connaissent, par hasard, essaye le produit et en parle, mais pas frontalement, ça aura beaucoup plus d'impact. La place de l'intelligence artificielle dans la vidéo, la création de contenu. Aujourd'hui, c'est vrai que
il est beaucoup plus facile de créer une vidéo qu'auparavant. L'intelligence artificielle, justement, fait tout pour nous, mais ça a ses dangers. Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez vu une très grande marque de fast-food américaine qui a sorti un clip de Noël en Hollande, complètement généré par l'intelligence artificielle, et les gens ont complètement repoussé et ont dit c'est pas possible, ça nous fait peur, on n'arrive pas du tout à s'identifier, et ils l'ont supprimé. Et en revanche, une grande marque de supermarché française a sorti son clip de Noël et a communiqué dessus en disant ça n'a pas été fait par l'intelligence artificielle, on a commandité un studio français pour le faire, ils ont travaillé dessus 1 an. Et ce clip publicitaire est devenu viral et il est vraiment, vraiment touchant. Donc l'intelligence artificielle, oui, s'en servir pour des tâches simples, mais ne pas s'en servir pour la connexion finale avec les gens, parce qu'on parle à des humains, on ne parle pas à des intelligences artificielles. Vous, votre vidéo qui vous a le plus marqué au cours de l'année 2025, c'était quoi? Par pur hasard. J'avoue que ce clip de Noël, c'est un loup qui aimerait participer au repas de Noël dans sa forêt. C'était vraiment, vraiment touchant et j'ai eu peut-être la larme à l'œil. Alors, donc, effectivement, la vidéo a plus d'impact par rapport à l'homme, mais elle a aussi un impact écologique. Et les centres de données, de stockage, oui. Et pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas tellement parce qu'on ne voit pas le coût et on ne voit pas l'impact que ça a sur nos vies, en tout cas à notre génération, peut-être la génération suivante. Mais c'est vrai qu'il y a des énormes serveurs qui se construisent et qui consomment de l'eau, qui consomment de l'électricité. Et à terme, il faudrait qu'on réduise tout ça et qu'on se dise « less is more », pour le dire. Mais est-ce que c'est faisable? Parce qu'aujourd'hui, on est devenu très dépendant quand même des plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui évoluent, qui essayent d'offrir ce que la télé offre pour qu'on puisse également avoir accès et être un petit peu dépendant de ces plateformes plutôt que de la télé. Donc il y a une sorte de transformation numérique qui se met en place. Donc est-ce que un jour, on pourra penser écologique face à cette emprise? Ce que vous dites est vrai et les plateformes se ressemblent maintenant. Vous voyez les réseaux sociaux, ils proposent tous de faire des stories, tous de faire des vidéos et c'est dommage parce qu'elles ne se différencient pas et au final, on ne sait plus laquelle choisir. Et je remarque aussi que cette course au contenu, cette course à l'attention, elle engendre aussi beaucoup de troubles psychologiques, de stress mental, de fatigue mentale en fait. Et je pense qu'on va se rendre compte au bout d'un moment qu'il faut consommer avec modération tous ces contenus et produire aussi avec modération. Effectivement, donc produire correctement, sainement, plutôt que produire juste pour produire. On voit également l'impact social qu'a les vidéos sur nous ou qu'ont tout ce qui est numérique. Est-ce que c'est suffisant de limiter notre temps sur les téléphones portables? Alors je sais qu'en France, par exemple, le président français veut interdire les téléphones à l'école. Oui. Vous êtes favorable à cette décision? C'est une mesure qui est une idée excellente et qui en même temps est très difficile à mettre en place parce qu'il faut tout un espace de stockage dans les écoles, il faut quelqu'un qui s'occupe de réglementer, etc. Donc il faut que ce soit fait en partenariat avec les écoles et bien expliqué. Mais je trouve que l'idée est excellente, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement le temps sur les plateformes, je pense qu'il faut limiter, c'est le temps sur le téléphone tout court. Et parfois, mettre le téléphone de côté, dans une boîte, il y a même des boîtes qui existent où on peut mettre un timer dessus et le laisser. Je pense que s'il faut en arriver à ça pour se déconnecter, allons-y. Alors c'est vrai que les responsables et hauts responsables limitent le temps des enfants donc officiellement, mais en même temps, lorsqu'on parle d'éducation ou on parle de développement personnel, on nous demande d'aller sur des liens ou des plateformes. Donc en fait, il y a une certaine contradiction en fait. Oui, parce qu'il y a une explosion des ressources numériques. Il y a des groupes WhatsApp pour, par exemple, faire les devoirs, pour suivre les programmes.
C'est, je pense, devenu une responsabilité individuelle de contrôler son temps et de faire en sorte de préserver son énergie mentale, en fait. Alors, que ressort de nous cette utilisation acharnée des vidéos numériques? C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'actualité, la triste actualité dernièrement, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, on aura plus tendance à filmer qu'à réfléchir. Je pense particulièrement à la catastrophe qu'il y a eu en Suisse lors du réveillon. Des personnes qui auraient pu peut-être sauver leur vie, mais qui n'ont pas vu la gravité de la chose parce qu'ils étaient en train de filmer. Oui, Grand Montana, c'est vraiment triste et c'est une catastrophe et je pense à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin. Comme je vous ai dit, la vidéo et même l'interface entre l'écran et nous enlève le recul, nous enlève la capacité de réflexion totale et c'est une preuve triste de ce qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire se déconnecter et prendre même ne serait-ce que 2 secondes pour réfléchir et se dire qu'est-ce que je peux faire concrètement. Mais on a évolué parce que la télé avant, elle rapprochait les familles. C'est-à-dire qu'on mettait un film pour le regarder en famille. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus ce lien en fait avec la vidéo ou avec l'écran? Il y a du lien, mais ça devient beaucoup plus difficile parce que chaque personne a son écran et maintenant, on peut tout personnaliser. Donc quelqu'un regardera la télé, quelqu'un regardera son iPad, quelqu'un d'autre son portable. Donc ça devient beaucoup plus difficile de fédérer. Mais si on arrive à fédérer les gens, justement comme un film classique, il y a une chaîne franco-allemande française qui a aussi battu des records d'audience l'année dernière, justement parce qu'elle s'est différenciée de toutes les autres. Elle a réussi à mettre des films en prime time qui sont des classiques, mais en même temps pas des classiques hollywoodiens, on va dire, mais des choses culturelles et rares. Et je pense que justement, si on arrive à trouver et à pousser les gens du bon côté, je pense qu'ils vont nous suivre. Qu'est-ce qui attire les gens dans une vidéo? C'est-à-dire que vous êtes conseillère en communication stratégique, vous conseillez certainement des entreprises dans leur façon de faire leur publicité. Qu'est-ce qui attire aujourd'hui le regard des gens? Qu'est-ce qui marche le mieux? Il y a plusieurs choses. Il y a le divertissement, donc le rire. Il y a l'effet de surprise, il y a l'effet un peu de scandale, de se dire oh, qu'est-ce que c'est que ça, d'étonnement. Et il y a aussi l'information. Quand on arrive quand le contenu répond à une question qu'on a ou nous faire sentir ah moi j'étais comme ça quand j'étais petite, ça me rappelle des souvenirs. Donc créer un lien aussi et c'est tout ça qui fonctionne pour les vidéos, pour attirer l'attention. Et ça marche? Et ça marche, bien sûr. Comme je vous ai dit, pour promouvoir un produit, plutôt que de faire une publicité à l'ancienne, il s'agit de le faire par manière détournée et vraiment de créer du lien avec l'auditoire. Et donc, en Égypte, par exemple, c'est vrai que la livraison à domicile explose. Ce qui n'est pas le cas en Europe, forcément. Il y a juste des grandes entreprises qui le font, mais ça reste quand même limité. En Égypte, effectivement, ça explose. Est-ce que ça aussi, ça aide les petites entreprises ici à utiliser ce moyen donc, de communication, la vidéo, pour pouvoir vendre encore plus? Oui et non, je dirais, parce qu'il faut quand même que ces petites entreprises aient de la visibilité sur les plateformes desquelles on peut commander. Et pour ça, il faut que les gens la connaissent et l'aient déjà vue auparavant. Je pense que juste de voir un nouveau logo sur la liste des magasins desquels vous pouvez acheter, c'est pas suffisant. Alors, c'est vrai qu'il faut de l'imagination. On voit des fois des vidéos où il y a vraiment, c'est vraiment travaillé. Hein. C'est très travaillé. Ça demande des moyens, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des spécialistes qui écrivent justement pour faire du marketing. Les scénarios, bien sûr. Bien sûr. Pour différents budgets, justement. Il y a le contenu généré par les utilisateurs, le UGC, comme on dit en anglais, c'est quelque chose qui peut se faire à assez bas coût et qui amène quand même de la visibilité parce que ce sont des influenceurs qui le font. Mais si on veut passer d'une autre manière et le scénariser, on peut passer bien sûr à des budgets beaucoup plus intéressants, louer, réserver des endroits
Excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Louer des sets, etc., amener des acteurs, donc il y en a pour tous les budgets. Donc aujourd'hui, effectivement, ce n'est plus une question d'Hollywood uniquement ou de faire des séries télé ou des films. Ouais. Même le marketing a ses propres scénaristes. Bien sûr, ça se démocratise et en même temps, je pense que l'effet de surprise et l'effet d'émerveillement face à une production beaucoup plus poussée sera au rendez-vous. Avant, lorsqu'on essayait de faire une publicité, on voyait cet esprit de famille, la famille idéale, une maison parfaite avec papa et maman à table et les enfants autour. Aujourd'hui, ça marcherait ce genre d'image? C'est associé quand même aux années 60, je dirais, pour nous, et un petit peu le American Dream. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sur l'authenticité, la vulnérabilité et aussi le fait qu'on passe toutes et tous par des moments plus difficiles. Et je pense que l'humour et l'autodérision fonctionnent beaucoup plus que transmettre une image parfaite qui, on sait, est impossible. Chaque temps a ses propres, en fait, sa propre image et ses propres codes. Absolument. Une femme indépendante, ça marche très bien. Vous avez vu l'étude selon laquelle il y a plusieurs influenceuses sur les réseaux sociaux qui ont du jour au lendemain dit « Eh bien, ça y est, je suis en couple avec quelqu'un » qui ont perdu des followers. C'est quand même incroyable. Donc, il est dit que d'être en couple ou d'avoir un petit ami, c'est pas bon pour les statistiques. Reste à voir. Et l'homme reste dominant aussi dans les publicités ou on l'utilise de moins en moins? Je pense que c'est toujours à part égale et encore une fois, ça dépend du domaine. Pour les voitures, en général, c'est l'homme. Pour les produits ménagers, même si ça commence à évoluer, c'est quand même beaucoup la femme. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation qui ont utilisé l'image à leur dépens, et ce qui est une bonne chose. Aujourd'hui, lorsqu'on crée une vidéo pour sensibiliser la population sur une cause, ça marche très bien. Oui. Donc, est-ce qu'effectivement, la vidéo a pu permettre d'informer les gens sur des causes qu'ils ne connaissaient pas forcément et à aider à sensibiliser justement la population? La vidéo, à ses débuts, oui. Il y avait l'effet de nouveauté, l'effet d'émotion. Bien sûr, quand on voit des gens qui sont dans le besoin, ça émeut. Maintenant, aujourd'hui, j'ai peur que de continuer sur ce chemin-là, de toujours taper dans l'émotion et dans la culpabilité d'une certaine manière, j'ai peur que ce soit contre-productif à cause du volume de vidéos qu'il y a en ligne. Donc, il va falloir inventer autre chose. Vous me rappelez, pendant le ramadan, il y a eu à un moment donné, effectivement, ces effets vidéo où on essayait de toucher l'âme des gens en leur montrant des images parfois choquantes. Et effectivement, depuis plusieurs années, on a essayé d'éviter ces images-là et de mettre plus de gaieté, d'espoir, parce qu'effectivement, ça avait fait l'effet inverse. Quel est le futur de la vidéo? Est-ce qu'effectivement, elle va dominer et peut-être effacer au fur et à mesure l'écriture? J'ai envie de vous dire non, bien sûr que non. Comme toute chose, c'est un cycle. Il y a eu l'écriture, il y a eu la photo, il y a eu maintenant les vidéos. J'ai vraiment vu ce changement sur Instagram, par exemple, qui était une plateforme pensée principalement pour la photo à la base et qui maintenant est remplie de vidéos. Et je pense qu'il y aura un effet de mode et qui va nous amener vers autre chose, sur peut-être des projections directes, peut-être des oreillettes, peut-être quelque chose d'encore plus intégré. Mais je sais que pour justement garder ce recul, cet esprit critique et notre faculté à nous concentrer, il faut bien le dire, il faut revenir vers des outils qui sont plus statiques. Après, il y a certains sujets où l'écriture ne comble pas notre appétit de savoir, c'est-à-dire que lorsqu'on apprend, il y a une catastrophe ou on a lu une info quelconque, c'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus et généralement l'image, en fait, elle nous permet de compenser ce vide qu'on a au niveau de la C'est comme quand vous regardez un film et que vous lisez le livre duquel le film est tiré à la base. C'est deux choses complètement différentes. C'est ça. Le livre permet beaucoup plus de laisser place à l'imagination et oui, laisse beaucoup plus de place. L'image est réductrice, mais
nous touche beaucoup plus rapidement. Pourquoi on a cette envie ou ce besoin de suivre la personne, enfin la suivre constamment? C'est-à-dire qu'il y a eu un problème aussi dans l'actualité égyptienne ces derniers temps, c'est que lorsqu'il y a un décès au milieu des stars, qui touche une star en particulier, eh bien il y a les paparazzis ou les semi-paparazzis qui sont là et qui sont envahissants, il faut le dire. Ils ne respectent aucun code éthique, mais pourtant, nous, en tant que à la maison, on est content de pouvoir suivre et de voir qui était présent. Bien sûr. D'où nous vient ce besoin d'être au courant de tout et d'avoir les moindres détails? Oui, ce sont les journaux, la presse people en fait, comme vous m'avez rappelé Brigitte Bardot qui est décédée aussi, cette grande actrice française qui toute sa vie a été poursuivie par les paparazzis. On a une curiosité en tant qu'être humain naturel, c'est ça aussi qui a lancé tous les programmes de réalité en direct à la télévision, parce qu'on a l'impression, si on suit l'actualité des stars, on a l'impression qu'on peut accéder à une partie de leur monde et un petit peu être comme elles, accéder à la jet set ou comme vous l'appellerez comme vous voulez. Donc c'est une manière de s'approprier la vie de personnes qui nous semblent inaccessibles. Alors, une dernière question. Si une entreprise ou un créateur devait ne poster qu'une seule vidéo cette année, quel type de contenu lui conseillerez-vous? Ouh, très intéressant. Je conseillerais de ne pas vouloir faire comme les autres, de trouver ce qui passionne la personne et d'en parler à la première personne. Amy Patchy, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2026. Pareil. Je rappelle que vous êtes conseillère en communication stratégique et artistique. Et j'appelle justement à ce qu'on fasse appel à vos services, car vous gardez encore cet esprit qui relie un petit peu les différentes générations, où l'image n'est pas tout. Et il faut vraiment, on est dans un monde de brut et on a besoin d'un petit peu d'espoir et de magie. Donc merci de nous avoir donné un petit peu de magie durant notre édition. Merci à vous. Allez, une courte pause et on se retrouve tout de suite après.